Vendredi 12 novembre 2021, bonsoir, voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce vendredi avec la première ministre de Tunisie à Paris. Le renforcement des relations de coopération était au cœur des échanges. À Paris, le chef de l'État prend part à la célébration des 75 ans de l'UNESCO et au Forum sur la paix. Plus de 40 pays réunis à l'UNESCO ont adopté la déclaration de Paris pour l'éducation, un texte qui engage les États participants à améliorer les investissements dans l'éducation et à renforcer l'aide internationale à l'éducation. Cet engagement apparaît comme un facteur d'accélération de l'agenda éducation 2030. Et puis l'insertion des jeunes était au cœur d'échanges entre Patrick Hachi et des organisations de jeunesse ce vendredi 12 novembre 2021. Le Premier ministre a profité de l'occasion pour présenter la vision du gouvernement sur le sujet, une activité qui s'inscrit dans le cadre de ses rencontres périodiques avec les acteurs de la vie publique. En marge du forum de la paix, sur la paix, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce vendredi à Paris avec la première ministre de Tunisie. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, notamment dans les domaines pharmaceutiques, agroalimentaires et sécuritaires. La première ministre de Tunisie a transmis au président Alassane Ouattara les salutations et les amitiés de son homologue tunisien, Kais Saied. Je voulais vous dire combien les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie sont cordiales, tenues, fortes. Et je vous ai transmis lors de notre entretien les salutations d'amitié de Monsieur le Président Kais Saied et de vous inviter encore une fois au sommet de la francophonie qui se tiendra au mois de novembre 2022 à Djerba. Et je sais que Djerba est une île qui vous tient véritablement à cœur, et également vous inviter au sommet de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tiendra également au mois de septembre prochain. Merci infiniment, Monsieur le Président, pour votre amitié, pour les instants très précieux. Nous avons parlé aussi de diplomatie économique, nous avons parlé d'opportunités dans le domaine pharmaceutique, mais également dans le domaine d'agroalimentaire, et de tout ce que nous allons faire ensemble pour booster des initiatives des jeunes Tunisiens et des jeunes Ivoiriens, et bien entendu tous les aspects sécuritaires qui nous lient. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part dans l'après-midi de ce vendredi à Paris, en France, aux côtés de plusieurs de ses homologues, à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. Cette cérémonie a été marquée par plusieurs interventions au cours desquelles les actions de l'UNESCO au service de la paix, de l'éducation, de la science, de la solidarité entre les peuples et de la protection du patrimoine culturel de l'humanité ont été magnifiées. Avant cette rencontre, un segment de haut niveau a été co-organisé par l'institution onusienne et le gouvernement français. Cette rencontre mondiale a porté sur l'impératif d'investissement en tant que moteur de la reprise de l'éducation dans un contexte de crise de Covid-19. Walter Hamadou Ouattara. À ce panel de haut niveau, présidé par la directrice générale de l'UNESCO, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est prononcée sur la relance de l'école suite aux perturbations du système scolaire par la crise sanitaire de la Covid-19. Nous réaffirmons l'engagement de la Côte d'Ivoire et de notre gouvernement à œuvrer pour accélérer l'atteinte de l'objectif de développement durable 4 de l'agenda mondial 2030 après cette crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19. Notre volonté d'assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie est manifestement exprimée dans l'appellation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation du gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi. Des idées soutenues par la directrice générale de l'UNESCO. Nous devons aussi réinventer notre façon de coopérer, de travailler ensemble. États membres, organisations internationales, régionales, société civile, communautés éducatives. C'est dans cette optique que je me réjouis que le G20, dans sa dernière déclaration, accorde une place
en appelant à renforcer la coopération mondiale pour ce droit humain fondamental qui soutient tous les autres. Ce segment de haut niveau de la réunion mondiale sur l'éducation pour susciter un élan politique mondial par un impératif d'investissement a bénéficié de la participation de plusieurs chefs d'État en présentiel comme en intervention vidéo. Retour sur les temps forts des discours des présidents de la République de France et de la République de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire voudrait pouvoir compter sur la solidarité internationale pour l'accompagner dans la réalisation des objectifs de développement durable. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire, je soutiens l'appel de la déclaration de Paris à investir dans l'éducation pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Consacrer au moins 4 à 6% du produit intérieur brut à l'éducation. Consacrer une part plus significative des plans de relance nationaux à l'éducation. Augmenter le volume, la prévisibilité et l'efficacité de l'aide internationale à l'éducation, pour ainsi forger un droit à l'éducation de qualité pour chaque enfant et consacrer l'éducation en tant que bien public et commun. Derrière ces principes, ce sont donc des réalités qu'il faut mettre, des engagements budgétaires et des choix clairs dans chacun de nos pays, mais aussi pour mieux structurer notre aide publique au développement, notre investissement solidaire. Cette réunion mondiale, co-organisée par l'UNESCO et le gouvernement de la France, a eu pour thème « Investir maintenant pour la reprise et le futur de l'éducation ». À présent, les chiffres de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 12 novembre 2021 10 nouveaux cas de Covid-19, 22 guéris et 0 décès. À la date du 12 novembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 496 cas confirmés, dont 60 353 personnes guéries, 700 décès et 443 cas actifs. Au 11 novembre 2021, 3 737 506 doses de vaccins ont été administrées. Toujours coronavirus, les contaminations flambent de nouveau en Europe, au point d'obliger plusieurs pays à envisager le rétablissement de restrictions. Dans sa dernière évaluation, les risques, le Centre européen de contrôle des maladies indique que la situation épidémiologique dans l'UE est caractérisée par une hausse rapide et importante des cas et un taux de mortalité faible, mais en lente progression. Les cas, les hospitalisations et le nombre de morts devraient tous augmenter au cours des 2 prochaines semaines, souligne l'agence européenne basée à Stockholm. L'amélioration des conditions de vie et de travail des jeunes intéresse fortement le gouvernement ivoirien. Avec à sa tête le Premier ministre Patrick Achi a échangé à ce propos avec des jeunes ce vendredi. Alexis Ouedraogo. Ce vendredi à la primature, place à la jeunesse. Parlons-nous franchement. Il y a peut-être des choses qu'on fait sans qu'on sache qui vous pénalisent alors qu'en fait, nous, on le fait de bonne foi. Patrick Achi partage son déjeuner avec des jeunes issus de divers secteurs. Une approche qui autorise des échanges conviviaux sur des sujets d'intérêt commun. La démarche, elle, séduit. Parfois, nous sommes à des niveaux où nous n'avons pas forcément les bonnes informations. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est fait pour préparer l'avenir pour nous, pour préparer le système pour nous. Alors peut-être on peut se plaindre, on peut ne pas comprendre les choses, mais ce genre de débat sincère, quand nous disons nous avons besoin de ça, nous voyons ces choses dans l'environnement et qu'on nous apporte des éléments de réponse, on nous rassure, voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà ce que nous avons déjà fait et voilà ce que nous allons continuer de faire pour vous. Et nous espérons qu'on aura encore des sessions comme ça pour pouvoir échanger avec nos autorités. Je pense que c'est une grande première et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Après son grand oral de la semaine, il a rencontré les jeunesses ivoiriennes et je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. C'est vrai que on n'a pas pu avoir tout le monde, mais je pense que tout le monde était représenté. Nous avons apprécié l'esprit d'ouverture avec lequel il a accepté nos préoccupations, nos allocutions et même nos propositions. Et puis nous sommes fiers qu'il souhaite perpétuer ce cadre.
Parler des actions entreprises par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes, s'enrichir mutuellement par un discours de franchise, voilà l'essence de ce rendez-vous qui devrait s'ouvrir à bien d'autres secteurs. C'est le 15 novembre prochain qu'a lieu la Journée nationale de la paix. La ville de Yamoussoukro accueille les festivités. Elles ont démarré quelques jours avant avec plusieurs activités dont les réflexions scientifiques et les conférences inaugurales. Sidonie Davila. Comme chaque année, le 15 novembre est une occasion de célébrer la paix et d'en faire sa promotion. En vue de l'enraciner dans le quotidien des Ivoiriens, des réflexions, des exposés, des conférences, des panels sont au menu de cette célébration qui se veut beaucoup plus pédagogique. Des rencontres scientifiques, colloques, symposiums, forums, séminaires, conférences sont organisées régulièrement par la Fondation. Au plan international, la Fondation a lancé plusieurs initiatives pour la promotion de la culture de la paix. La plus emblématique est son soutien au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, décerné par l'UNESCO. Invités à se prononcer au cours d'une conférence inaugurale, deux institutions, le médiateur de la République et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les missions et les initiatives de l'institution, le médiateur de la République, pour le maintien de la paix dans le pays ont été évoquées par sa secrétaire générale. Il convient donc de constater que toutes les institutions sont complémentaires dans la recherche d'une Côte d'Ivoire plus unie, solidaire et prospère. Eugène Aka Aweli, sur le thème « La paix, jeux et enjeux pour la Côte d'Ivoire » a permis de parcourir l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire en matière de paix. Aujourd'hui, 60 années après les indépendances, la problématique de la paix se pose avec plus d'acuité et d'intensité. La paix, considérée comme une seconde religion, a été fortement fragilisée en raison de crises récurrentes qui ont secoué la nation. Ces graves événements ont permis de constater que la paix n'est pas une évidence. Elle n'est pas donnée. Si nous aspirons à la paix, alors il nous faut emprunter le chemin de la paix, créer les conditions de la paix. Élèves, étudiants, cadres, autorités qui viennent s'abreuver à la source du savoir, cet intérêt porté aux célébrations de la paix témoigne certainement de leur volonté d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Je vous donne lecture de ce communiqué en lien avec la célébration de la paix en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le lundi 15 novembre 2021, journée nationale de la paix, est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Fin ce jeudi de la semaine africaine du pétrole à Dubaï, aux Émirats arabes unis. À la tête de la délégation ivoirienne, le ministre Thomas Camara s'est dit satisfait de la participation de la Côte d'Ivoire et promet d'importantes retombées pour l'industrie pétrolière ivoirienne. C'est ce que nous apprend Jean-Louis Gbangbo, notre envoyé spécial. Dépassant les frontières du continent africain et accueilli à Dubaï pour la première fois depuis sa création, l'Africa Oil Week 2021 s'est avéré être une plateforme de discussion intense de prise de décision pour l'avenir du secteur énergétique africain. Ceci à travers une série de discours-programmes de panels de discussion. Qu'ils soient ivoiriens ou africains, il ne fait aucun doute. L'événement a répondu aux attentes des participants. Pas mal de majors nous ont approchés parce que nous avons une approche très innovante. Nous avons eu plusieurs contacts sérieux. On nous a invités dans des pays frères de la Côte d'Ivoire. J'avoue que ça dépasse l'entendement de ce côté. Des rencontres comme ça, on ne doit pas les rater parce que nous avons besoin. On en a vraiment besoin pour accélérer la découverte en Afrique. L'Africa Oil Week a été également l'occasion pour le secteur énergétique africain de s'affirmer et de valoriser les compétences locales.
En Côte d'Ivoire, on a d'excellentes compétences locales que nous sommes et la présence ici nous permet d'avoir accès à un marché international, de pouvoir faire la promotion du bassin sédimentaire ivoirien de telle sorte que de nombreux investisseurs viennent investir en Côte d'Ivoire et fassent en sorte que nous, les entreprises locales, puissions avoir des marchés plus importants. Une vingtaine de showcases aux vitrines nationales sur l'énergie ont été organisées en vue d'attirer les investissements. Pour le ministre Thomas Camara, qui a guidé l'offensive ivoirienne, l'Africa Oil Week augure des lendemains meilleurs pour l'industrie pétrolière de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait la promotion de nos blocs pétroliers pour que les sociétés pétrolières internationales emboîtent le pas de la société italienne Eni, qui a ouvert les portes de la Côte d'Ivoire à l'international grâce à cette découverte, et qui fait l'attrait de toutes ces sociétés-là. Nous sommes venus donc les inviter à venir exploiter, à venir explorer notre bassin sédimentaire. Le ministre a également réaffirmé au cours des différents panels et rencontres l'engagement de la Côte d'Ivoire dans le sens d'un meilleur équilibre entre énergie renouvelable et énergie fossile. Ceci pour assurer l'accès de tous les Ivoiriens à l'électricité. L'année prochaine, l'Africa Oil Week se tiendra dans sa destination d'origine, le Cap, en Afrique du Sud. Le ministre des Transports au port autonome de San Pedro, Amadou Koné, évalue la première phase d'extension et de modernisation du deuxième port de Côte d'Ivoire. À terme, le port de San Pedro devait être capable de traiter 50 millions de tonnes de marchandises d'ici 2024. Sam Conan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait annoncé en 2015 lors de sa visite d'État sa volonté de procéder à l'extension, à la modernisation et au développement du port autonome de San Pedro. Eh bien, les travaux de la première phase ont démarré depuis quelque temps et vont coûter plus de 700 milliards de francs CFA grâce à un partenariat privé-public. Le ministre des Transports, Amadou Koné, accompagné du ministre Félix Anoblé, maire de la ville, et du ministre-gouverneur Philippe Légré, est en mission d'évaluation de la mise en œuvre des différents projets. Ce terminal-là, il est quasiment à 81% de taux de réalisation. D'ici la fin de l'année, normalement, nous devrons rentrer en opération commerciale. Pour les autres projets, toutes les conventions ont été signées. Nous sommes en train simplement, avec l'État de Côte d'Ivoire, notamment la dette publique, de finaliser la convention de financement. À partir de là, tout devrait pouvoir être lancé de façon effective. Le ministre des Transports, Amadou Koné, se dit satisfait du taux d'exécution des travaux. Et je suis venu faire une évaluation de la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets. Je voudrais, au nom du Premier ministre, féliciter le directeur général et tout le personnel, remercier tous les partenaires qui, malgré le contexte économique mondial que nous connaissons, continuent de faire confiance à la Côte d'Ivoire et qui font un travail remarquable. Je repars satisfait. Si tout se passe bien, d'ici 3 ans, nous devrons pouvoir disposer d'un port autonome de San Pedro qui verra ses capacités opérationnelles multipliées par 10. Quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets. Il y a quelques difficultés liées au financement d'un certain nombre d'aspects. Il y a également quelques difficultés liées à des incompréhensions en ce qui concerne donc des questions foncières. Et le Premier ministre m'a demandé de venir ici pour regarder avec Monsieur le ministre, le maire de San Pedro, Monsieur le ministre-gouverneur, comment est-ce que nous pouvons travailler pour que les projets se réalisent sans délai. Avec la réalisation des projets de la première phase, le port autonome de San Pedro traitera 30 millions de tonnes de marchandises par an. NCA Bank est-elle réellement en crise? Oui, selon certains médias qui l'ont annoncé depuis quelques jours. Face donc à la diffusion de cette information, la direction du groupe a réagi. Cheikh Koné. NCA Bank Côte d'Ivoire traverse-t-elle une zone de turbulence au point de céder ses biens immobiliers, comme rapporté par certains médias locaux? Il n'en est rien, a rassuré son directeur général qui, d'entrée de jeu, a expliqué les raisons de la vente du siège SIS à Abidjan Plateau. Nous sommes propriétaires du siège social que nous occupons au Plateau. Depuis 2012, nous avons engagé un vaste programme de développement du réseau,
Ce développement s'est accompagné d'un quasi-doublement des effectifs de la banque. Si je vous dis que les effectifs ont doublé, il n'y a pas besoin d'expliquer davantage pourquoi nous sommes aujourd'hui à l'étroit dans les locaux que nous occupons au plateau. Le conseil d'administration a pris conscience de cette situation et a autorisé NTA Banque Côte d'Ivoire à entamer les travaux de construction d'un nouveau siège dans la commune de Cocody, et ce depuis 2019. Ces travaux devraient aboutir à la livraison au cours du second semestre 2022. Ainsi, conserver l'ancien siège social après le transfert du staff obligerait la banque à s'investir dans une activité de gestion locative qui est tout sauf son cœur de métier. Toute chose qui explique la cession de certains actifs immobiliers récupérés au cours de celle-ci pour non-remboursement de créances. Notre établissement a une activité de recouvrement qui consiste à aller rechercher ce qui nous est dû par un certain nombre de débiteurs défaillants. Quand nous devenons propriétaires de ces biens qui ne sont pas liés à notre exploitation directe, nous avons l'obligation de les remettre en vente dans un certain délai. C'est ce que prévoit la réglementation. Et nous ne le faisons pas en cachette puisque nous procédons régulièrement à des publications dans la presse qui comportent des avis de mise en vente. À la mi-juillet 2021, une demi-douzaine de biens immobiliers ont été proposés à la vente. Des terrains nus ou bâtis à Abidjan et à l'intérieur du pays. S'agissant des prétendus prêts qu'aurait contracté l'institution bancaire, là encore, l'Alliance IAC s'est inscrit en faux. À la base, la publication d'origine ne parlait pas d'endettement de NTA Banque Côte d'Ivoire. C'est normal, elle ne pouvait pas le faire puisque le prêt qu'elle évoque n'a pas été accordé à NTA Banque Côte d'Ivoire, mais à une société liée au groupe NTA qui est détenue par le président Jean Kakou Diabou. Cette société emprunteuse n'a pas de lien direct avec nous. C'est donc une opération à laquelle nous sommes totalement étrangères. Il n'y a donc pas péril en la demeure, a insisté le top manager de la banque qui a invité les clients à continuer de faire confiance à son institution. On a appris ces nouvelles sur les réseaux sociaux. Effectivement, bon, je pense que je ne vois aucune anomalie. Donc je pense que nous sommes bien servis à NCA. Les dernières performances semestrielles de la banque sont satisfaisantes. Une progression de plus de 250% avec un résultat bénéficiaire de plus de 10 milliards de francs CFA. Des éléments qui attestent de la bonne santé de l'institution qui affiche au passage des indicateurs tous au vert. Autre volet de l'actualité, la commémoration du 103e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre 1914-1918 qui met fin au combat de la Première Guerre mondiale a eu lieu partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, elle a été marquée par une cérémonie en l'honneur des soldats tombés et une pose de gerbes de fleurs. C'était au plateau, au monument aux morts, à Boussanogo. Commémorer chaque année l'armistice de 1918, c'est d'abord et toujours se souvenir de la fin d'un conflit qui, on ne le répétera jamais assez, fut le plus meurtrier jamais connu. L'armistice du 11 novembre 1918 met fin au combat en France et en Belgique. Il est signé entre l'Allemagne, le pays vaincu, et la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les pays vainqueurs appelés les Alliés. L'événement est aujourd'hui à sa 103e commémoration. Monument aux morts à Abidjan Plateau. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birima Ouattara et de l'ambassadeur de la République de France près la Côte d'Ivoire, l'on s'est souvenu. La Côte d'Ivoire, notre pays, bien que très peu peuplé, enregistrera 22 1944 recrues. 18 790 seront mobilisés. 3 467 y seront tués, 763 seront portés disparus. L'ambassadeur de la République de France près la Côte d'Ivoire a quant à lui exprimé sa fierté au nom de la France tout en ressassant les liens forts qui unissent la Côte d'Ivoire et la France à ces braves hommes qui ont combattu à leur côté. Si on est là aujourd'hui, si on est libre, c'est grâce à vous, grâce à votre sacrifice. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birima Ouattara, a exprimé sa reconnaissance aux anciens combattants qui ont lutté pour la liberté de la Côte d'Ivoire et à la France qui continue de lui apporter son soutien. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour aller outre-mer, aller défendre la liberté. La France qui est reconnaissante
rituel de faire en sorte que ces personnes ne soient pas oubliées. Je peux vous assurer, chers aînés, que vous ne serez jamais oubliés. Notons que cette commémoration a lieu tous les 11 novembre en souvenir des combattants tombés lors de la Première Guerre mondiale. On se rend à présent à Divo. La commune a procédé à la validation de son budget primitif pour l'année 2022 au cours d'un conseil municipal qui s'est tenu ce vendredi. 1,2 milliard de francs CFA pour l'exercice 2022. Ce budget enregistre une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. C'est ce que nous dit Éric Goré. À Divo, le conseil municipal est retransmis en direct de la radio locale et ouvert à la presse pour plus de transparence. Ici, c'est la tradition. Dans la salle de réunion de la mairie, les conseillers municipaux sont réunis avec à leur tête Amédée Kouakou, député maire de la commune, en présence du préfet de région, avec des têtes couronnées. En ligne de mire, l'adoption du budget primitif de l'année 2022. Un budget qui s'élève en recettes et en dépenses à la somme d'1,2 milliard de francs CFA. Ce budget est en hausse de 15,02% par rapport à celui de l'année dernière. La priorité de ce conseil municipal est dévoilée. Ce budget va nous permettre donc de mener des actions en faveur donc de nos populations, c'est-à-dire dans le domaine de la salubrité, dans le domaine sanitaire, donc au niveau des centres de santé, au niveau des écoles. Récemment, vous avez vu le nombre de classes que nous avons donc inaugurées. Aujourd'hui, dans la ville, nous sommes arrivés à environ 60 élèves par classe, entre 50 et 60 élèves par classe. C'est-à-dire que c'est une très bonne évolution. Avant, on était à plus de 100-120 élèves par classe, mais aujourd'hui, dans les écoles primaires, nous sommes vraiment à un niveau qui est acceptable. Le budget de fonctionnement est de 789 238 000. Quant au budget d'investissement, il est de 412 762 000. Pour terminer cette rencontre, le député maire a demandé à tous ses conseillers municipaux de sensibiliser les populations à participer massivement à l'opération de recensement en cours. Ce n'est pas une affaire d'Ivoiriens ou de non-Ivoiriens. Non, ce n'est pas ça. Il faudrait que nous, ici à Divo, on puisse savoir exactement le nombre de personnes qui vivent dans la ville de Divo. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir donc programmer les infrastructures. C'est-à-dire construire des écoles, des centres de santé, envoyer de l'électricité. Un village ou un campement où on a 16 000 ou 20 000 habitants, c'est normal qu'on puisse leur apporter donc toutes les infrastructures de base. Mais cela ne peut se savoir que si on participe donc au recensement général de la population. Ce conseil municipal a vu la participation des leaders politiques de plusieurs partis d'opposition de la commune de Divo. Dans le reste de l'actualité, situation en Éthiopie, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a prévenu que le pays risquait l'implosion qui entraînerait des troubles dévastateurs pour la région si le gouvernement et les rebelles ne menaient pas des pourparlers. Washington a par ailleurs annoncé des sanctions contre l'armée et le pouvoir éthiopien. La situation continue inexorablement de se détériorer en Éthiopie, théâtre d'une guerre sans fin opposant les forces pro-gouvernementales aux rebelles tigréens. Alors que ces derniers ont pris l'avantage ces dernières semaines, le gouvernement a lancé une campagne à l'encontre des organisations internationales présentes dans le pays, désormais soupçonnées de collaborer avec l'ennemi intérieur. Voilà, c'est la fin de cette grande édition. Merci d'être avec nous. Très belle nuit sous la protection du Très-Haut.